pourquoi l'intelligence émotionnelle est importante en business analyst. Ça va vous permettre de mieux communiquer tout d'abord, c'est-à-dire, alors communiquer c'est quoi? C'est pas juste parler, bien au contraire, c'est le fait de transmettre un message clair, compréhensible et acceptable à autrui. Ça passe donc notamment par faire des belles présentations, par exemple dans PowerPoint, qui soient compréhensibles. C'est pas juste je lance des informations sur des slides et puis je laisse aux gens le loisir de comprendre ce que j'ai écrit. Non, quand on veut vraiment bien communiquer et transmettre les bons messages, on prend du temps à peaufiner ses présentations en se disant, OK, qu'est-ce qu'il va regarder? Est-ce que c'est plutôt des managers? Est-ce que c'est plutôt des opérationnels métiers? Est-ce que c'est des gens qui ont l'habitude et de voir des informations sous cette forme-là et auquel cas, je vais le présenter d'une certaine manière ou pas? Est-ce que je veux mettre peut-être des vidéos dans mes slides? Est-ce que, voilà. En fait, ces questions-là, elles sont importantes pour mieux communiquer. N'oubliez pas qu'en tant que business analyst, vous transmettez des messages pour recommander des solutions et après, c'est en général le management qui choisit laquelle de vos hypothèses de travail est la meilleure, la plus intéressante pour eux. Et il y a beaucoup de business analysts qui sont parfois frustrés parce qu'ils font beaucoup de travail d'analyse, de recommandations et après, ils ont l'impression qu'on n'écoute pas leurs recommandations. Eh bien, peut-être, je ne peux pas dire que c'est comme ça pour tous, mais peut-être que c'est lié à la communication et à cette fameuse intelligence émotionnelle. Est-ce que vous avez compris ou cherché à comprendre quels étaient finalement les besoins latents, inconscients, cachés, non avoués, peut-être des managers? Est-ce que vous avez essayé vraiment de présenter vos recommandations de manière à ce que ça soit est-ce que vous facilitez la prise de décision, mais dans le sens de vos analyses, parce que vous avez quand même toutes les billes en main et vous avez normalement un choix qui est assez étayé. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, évidemment, l'intelligence émotionnelle, ça va vous servir à mieux comprendre les besoins de vos subject matter experts, de vos contributeurs, des utilisateurs métiers, de vos clients finaux. Et notamment, je l'ai dit tout à l'heure, les besoins inconscients, latents et cachés. Ça va vous permettre d'être plus efficace pendant les ateliers de recueil des besoins, des licitations collaboratives, et puis aussi, comme je l'ai dit, lorsque vous allez faire des présentations publiques ou des sessions de formation, ou encore des sessions de conduite du changement. L'intelligence émotionnelle, dans ces cas-là, elle est cruciale. Ça va vous servir aussi à mieux gérer votre stress et votre temps. J'avais lancé un sondage, il faudrait que je le recommence d'ailleurs, il y a quelques temps, et j'avais demandé en fait à la communauté quels étaient les éléments qu'est-ce qui vous gênait le plus en fait dans votre métier, qu'est-ce qui était le plus compliqué, et il y avait notamment la gestion du temps et du stress. Et effectivement, si vous vous souvenez un peu de tout ce que je vous ai dit juste avant sur l'intelligence émotionnelle et notamment le modèle de Bar-On, eh bien on a les compétences intrapersonnelles, interpersonnelles, l'adaptabilité, mais également la gestion du stress et donc et la notion d'humeur générale. Eh bien effectivement, ça va vous permettre de gérer votre stress et votre temps parce que tout simplement vous connaîtrez vous saurez vous auto-analyser, vous introspecter pour savoir là où vous êtes à l'aise, là où vous n'êtes pas à l'aise, là où il vous faut peut-être de l'aide et là où au contraire vous connaissez bien les choses. Vous oserez plus facilement aller demander, poser des questions sans vous sentir stressé, de vous montrer peut-être un peu vulnérable parce que vous montrez que vous savez pas telle ou telle information. Vous aurez aussi la capacité, en vous connaissant vos limites, de dire ah non ça je peux pas l'accepter parce que je vais pas pouvoir le faire parce que ça va trop me stresser, je n'ai pas le temps et vous allez peut-être oser du coup, vous connaissant, dire à votre manager écoute je peux pas faire ce que tu me demandes parce que j'ai vraiment pas le temps, tu pourrais peut-être me prioriser mes tâches, etc. Voilà, en fait cette capacité à se connaître, elle est très importante pour vous permet de gérer votre temps et votre stress. Ensuite, toujours dans le modèle de Bar-On, on parle d'adaptabilité. Effectivement, quand on est business analyst, je le dis souvent, il n'y a pas une mission qui ressemble à une autre. Que ce soit même au sein du même service, en fait, les interactions humaines changent, la gestion de projet elle peut changer, la thématique du projet peut changer. Donc même si on ne bouge pas de son entreprise, etc., un projet ne ressemble pas à un autre. Et je vous raconte même pas quand vous êtes consultant externe. Moi qui suis freelance, eh bien quand on change de secteur d'activité, de client, évidemment on connaît pas les gens, on connaît pas la technique, on découvre tout. Il faut être hyper adaptable et hyper flexible. Donc, l'intelligence émotionnelle vous permet justement d'être plus capable de vous adapter aux nombreuses évolutions de vos contextes de travail. Et puis, de manière générale, moi je le dis souvent, mais pour moi ça compte beaucoup.
ceux qui veulent se reconvertir au métier de business analyst, c'est souvent parce qu'ils sont dans des métiers où ils ont fait le tour, où ça ne leur plaît plus, et ils cherchent le dream job, quoi, le job de rêve où ils vont s'éclater, mais comme tout le monde, je dirais. Et c'est pas forcément des gens qui sont prêts à jeter à la poubelle leur expérience passée. Au contraire, ils veulent réutiliser leur expérience pour pouvoir s'en servir comme fondement sur un nouveau job qui est par contre plus enrichissant, plus autonome, ouvert sur les nouvelles technologies, etc. Mais en gros, ils cherchent quoi, les gens? Ils cherchent tous à être épanouis au travail. On passe quand même pratiquement tout notre temps au travail. Il est passé l'époque où on trouvait normal nos parents trouvaient normal d'attendre la retraite pour faire enfin ce qu'on voulait. Maintenant, on veut tous être épanouis au travail. Et l'intelligence émotionnelle, quand on est business analyst, elle permet donc non seulement d'être un meilleur business analyst, mais aussi de s'épanouir à son travail. Et je dirais que moi, à titre personnel, je l'ai vraiment constaté quand j'ai commencé à travailler dessus, un peu par obligation, puisque il y a quelques années, en fait, j'ai eu une très grave maladie qui m'a fait me remettre en question sur plein de choses, et donc j'ai été obligée de travailler sur moi. Et bien, c'est à partir de là que j'ai commencé à, on va dire, être hyper efficace dans mon métier. Bizarrement, le fait de savoir mes limites et d'être à la fois tournée vers moi et vers les autres pour être la plus pertinente et efficace possible sans craindre le regard des managers, de faire du mauvais boulot, de pas être dans les temps, etc. Mais juste tourner vers être épanoui. Vous pouvez pas imaginer les échelons que j'ai passés en termes d'efficacité, déjà l'efficacité, de reconnaissance au travail, de reconnaissance des utilisateurs et des managers, et moi en termes d'épanouissement personnel. Donc pour moi c'est super important de l'avoir aussi en tête. J'en parle ce soir, mais je trouve que c'est super important si vous reconvertissez ou si vous voulez vous épanouir et que vous êtes déjà business analyst et que vous aimeriez passer un cap. Alors, je vais juste terminer sur un truc sympa parce que, en fait, je vous ai parlé des 8 intelligences de Gartner en fait, quand on est business analyst, c'est important de savoir si vous avez face à vous, par exemple, des gens qui sont plus avec une intelligence logico-mathématique, comment ils réagissent face à vous, en fait. Hein. C'est important de l'avoir en tête parce que vous allez, utiliser votre intelligence interpersonnelle pour adapter votre comportement, votre langage, la communication à ces personnes-là et à leur intelligence. Alors tout d'abord, l'intelligence linguistique. Donc c'est des gens, que ce soit le business analyst ou des contributeurs, c'est des gens qui sont sensibles à la forme de la communication et au sens des mots. C'est des personnes qui vont se concentrer sur le langage oral et écrit. C'est des personnes qui vont communiquer clairement et dont la mémoire est stimulée par des mots et des phrases bien construites. Donc vous avez forcément en tête des gens qui vont être gênés si vous parlez de manière embrouillée, qui vont peut-être reprendre un mot parce que c'est pas le bon mot, ou quand à l'écrit il y a des fautes, ça va les déranger. C'est des gens qui ont cette intelligence linguistique. Et en fait, c'est vrai que moi, par exemple, je fais partie de ces gens-là. Je suis une tête chercheuse à faute d'orthographe. Je fais pas exprès. Et ça m'arrive d'en faire en plus, mais bon, j'écris beaucoup, donc je me dis que j'ai des circonstances atténuantes. Mais c'est vrai que quand on m'envoie des messages et qu'il y a des fautes d'orthographe, beaucoup de fautes d'orthographe, ça me dérange profondément. Donc pour communiquer avec moi, typiquement, moi je dois faire appel déjà à ma propre tolérance pour pouvoir ne pas juger, mais les gens qui veulent communiquer avec moi, c'est vrai que c'est plus efficace si ils font attention à la manière dont ils parlent, dont ils écrivent. Eh bien, sachez que face à vous, soit des managers ou des contributeurs, vous pouvez avoir des gens comme ça, donc ne pensez pas que c'est anecdotique, ça peut être très important à avoir en tête. Ensuite, vous avez l'intelligence logico-mathématique. Alors, là, ce sont des personnes, quand vous avez cette intelligence qui est prédominante, qui vont rechercher des liens logiques entre des concepts et des idées. C'est des personnes qui vont avoir besoin de formuler une hypothèse et de l'appuyer par des exemples. C'est aussi des personnes qui aiment bien catégoriser et classifier et qui utilisent la déduction et l'abstraction. Donc on a dit que souvent, par exemple, les informaticiens avaient cette intelligence prédominante. Et donc là, très important, encore une fois, si vous voulez que votre conception fonctionnelle soit compréhensible par un informaticien, donc de l'équipe de dev, vous n'allez pas lui faire une prose
romancée de à quoi doit ressembler la solution, vous allez la rédiger de manière à ce qu'il peut comprendre, parce que vous allez catégoriser, vous allez faire des classements, vous allez mettre des exemples pour expliquer ce que vous aurez écrit, vous allez faire des liens entre les différents concepts, et ça passe par quoi? Entre autres, ça passe par l'utilisation de l'algorithmie, qui est pas seulement utilisé du tout par les développeurs, mais qu'on peut utiliser nous en tant que business analyst pour tout simplement construire la documentation de manière logico-mathématique, et puis aussi tout ce qui est modélisation, par exemple, diagrammes, etc. Ça aussi, c'est quelque chose qui va aider à la compréhension de notre conception fonctionnelle entre autres par les informaticiens. Alors après, l'intelligence intrapersonnelle, c'est les gens qui ont cette intelligence prédominante, c'est des personnes qui ont besoin de réfléchir, qui perçoivent très bien, qui comprennent bien leurs propres émotions et leurs besoins. C'est des personnes qui se concentrent facilement quand ils sont seuls, qui n'aiment pas être dérangés quand ils sont dans cette posture de réflexion sur eux-mêmes. Et donc, en fait, quand on est business analyst, cette intelligence-là, elle peut être intéressante. Par exemple, quand vous avez des focal points qui ont donc des points focaux, des contributeurs clés, qui ont cette compétence intrapersonnelle assez développée, c'est vraiment pas mal parce que c'est des gens qui se connaissent bien et qui ont une capacité, et bien du coup, à mieux vous répondre. En fait, il y a une interaction qui se fait avec eux qui est beaucoup plus facile. Je ne sais pas qui d'entre vous travaille dans des open space. Eh bien moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à être dans des open space quand je dois réfléchir à mes analyses. Parce qu'il faut que je sois en moi-même, il faut que je sois capable de faire le lien entre toutes les informations que j'ai reçues, et si je suis dérangée par des gens qui gentiment me posent des questions ou simplement des collègues ou quoi, en fait il faut que je recommence tout depuis le début après, et je suis très très gênée par les open space quand je suis dans ma phase d'analyse. Également, quand je suis en train de rédiger de la documentation, j'ai besoin d'être au calme avec moi-même. Je suis pas capable, par exemple, de rédiger de la documentation avec des écouteurs, de la musique. J'en suis absolument pas capable, alors qu'il y en a d'autres, au contraire, ça leur permet de se concentrer. Et par exemple, aussi le télétravail, quand on est dans des phases d'analyse et de rédaction en tant que business analyst, c'est quelque chose qui est chouette, quoi, en fait, hein, qui est vachement bien. Ça permet de mieux faire les choses que finalement quand on est au bureau et qu'on est dérangé toutes les 15 secondes et qu'on prend plus de temps. Donc dites-moi dans le chat si vous êtes pareil que moi, mais là voilà, c'est important de connaître ça. C'est important aussi de connaître ça quand on organise ces séances d'élicitation, parce qu'en fonction de la personne qu'on a en face de nous, eh bien, vous n'aurez pas le même résultat. Les gens qui ont une intelligence intrapersonnelle très très développée, ils seront pas forcément à l'aise pour réfléchir à vos questionnements, par exemple de brainstorming, parce qu'ils vont devoir se plonger en eux-mêmes pour y réfléchir, et ils seront pas forcément à l'aise en groupe. Donc c'est pas mal aussi d'identifier ça pour trouver la bonne technique d'élicitation en fonction des gens que vous avez en face de vous. Après, l'intelligence interpersonnelle, donc ça c'est des gens qui sont sensibles aux réactions et aux besoins de leur entourage. C'est des personnes qui aiment bien coopérer en fait avec les autres, qui nouent facilement des relations et qui sont à l'écoute des idées des autres. Donc là, c'est pareil. Alors en tant que business analyst, autant vous dire que c'est hyper important d'avoir cette intelligence interpersonnelle. Que c'est pas forcément inné, parce qu'on peut être très bon business analyst, mais plutôt être technique et pas forcément avoir cette intelligence-là. En revanche, c'est vrai que quand vous allez, encore une fois, chercher à recueillir des besoins, eh bien, si vous vous rendez compte, vous êtes dans un service avec des key users ou des focal points qui sont très à discuter entre eux, à échanger, etc. Ça peut être justement des techniques de recueil des besoins sympas que de faire de l'élicitation collaborative où ils sont tous ensemble à échanger, en fait, hein. Et puis enfin, vous avez l'intelligence visio-spatiale. C'est des personnes qui sont vraiment sensibles aux représentations visuelles, qui transforment facilement les informations en images mentales. C'est des personnes qui vont comprendre et mémoriser mieux en visualisant les objets, les graphiques et les images, et qui ont une forte imagination à ce niveau-là. Donc ça, typiquement, quand on est business analyst et qu'on doit faire de la modélisation ou quand on donne plein d'informations, on peut faire du mind mapping, par exemple, qui est une des techniques qui permet de mettre sous une forme de cartographie mentale un certain nombre de données qui peuvent être très complexes et pour le coup qu'on n'arrive pas à relier entre elles. Donc ça, eh bien, ça permet aussi à vos interlocuteurs de dire, OK,
mettons qu'on est en brainstorming et qu'il y a plein d'informations dans tous les sens. Utiliser le mind mapping, la cartographie mentale, peut être un moyen pour aider vos contributeurs à s'assurer qu'ils n'ont rien oublié, que vous avez bien compris ce qu'ils ont voulu dire, etc. Donc, vous voyez que en matière d'intelligence émotionnelle, il y a plein de subtilités en fait à comprendre et ça se travaille. Donc, j'espère que vous comprenez bien toutes ces différentes formes d'intelligence, la manière dont déjà ça vous conduit vous à travailler avec plus d'efficacité et de plaisir. Je vous engage encore une fois peut-être à réécouter tranquillement cette vidéo après coup pour bien noter les différents types d'intelligence et pour les travailler tout simplement. Et pourquoi aussi? Pour essayer d'identifier les intelligences prédominantes, le type d'intelligence prédominante de vos interlocuteurs pour mieux communiquer avec eux, parce que déjà en s'adaptant à leur schéma interne d'intelligence, vous allez constater que vous travaillez mieux, que vous recueillez bien plus d'informations quantitatives et qualitatives, mais alors vraiment, ça fait une différence de folie. Vous allez constater que vous êtes beaucoup plus écouté et reconnu par votre hiérarchie, vos clients, et que vos recommandations sont beaucoup mieux suivies. Vous allez bien sûr gérer beaucoup plus facilement votre stress et votre agenda, et eh bien vous allez aussi vous sentir beaucoup plus à l'aise à chaque fois que vous allez sortir de votre zone de confort. Quand vous allez commencer une nouvelle mission, par exemple un nouveau projet, c'est toujours stressant au début parce que tout est nouveau, donc c'est fatigant d'être tout le temps vigilant toute la journée. Mais en fait, en s'exerçant à cette intelligence émotionnelle, vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus tranquille, à l'aise dans cette période un petit peu critique de début de mission. Voilà, donc je vous ai fait un petit topo sur l'intelligence émotionnelle. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit like sur la vidéo si elle vous a plu, si vous aimez bien le contenu de la chaîne.